L'enterrement a eu lieu un mardi. Ciel gris, pluie fine, le genre de journée d'octobre qui donne l'impression que le monde entier est en deuil. Je me tenais au bord du cimetière, regardant deux hommes que je ne connaissais pas descendre un cercueil dans la terre. Le prêtre lisait dans un livre qu'il avait probablement lu 1 millier de fois auparavant, ces mots automatiques, impersonnels. Il n'y avait pas de fleurs, à l'exception de celles que les pompes funèbres avaient fournies dans le cadre de leur forfait de base. Pas de musique, pas d'éloge funèbre, pas de personnes en deuil alignées pour partager des souvenirs d'une vie bien remplie. Juste moi, le prêtre et le vieil homme qui avait vécu à côté de chez mes parents pendant 40 ans. Je n'ai pas pleuré. Je ne savais pas si j'étais censé le faire. Je ne savais pas si j'en avais gagné le droit. Mais je suis resté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la dernière pelletée de terre recouvre le cercueil, jusqu'à ce que les ouvriers remballent leur matériel et s'en aillent. Jusqu'à ce que le prêtre me serre la main et me présente des condoléances qui sonnaient creux parce qu'il n'avait jamais connu l'homme qui l'enterrait. Et puis l'avocat est apparu. Il était jeune, peut-être 30 ans, portant un costume trop grand pour lui et tenant une mallette en cuir qui semblait plus vieille que lui. Il a traversé l'herbe mouillée en ma direction, ses chaussures crissant à chaque pas. Et je me souviens avoir pensé qu'il avait l'air nerveux, comme s'il portait quelque chose de lourd, comme s'il savait que ce qu'il allait faire allait tout changer. Monsieur Webb, Marcus Webb. Oui. Je m'appelle Daniel Patterson. J'étais l'avocat de Monsieur Hartley. Il fit un geste vers la tombe fraîche. J'espérais vous trouver ici. Comment saviez-vous que je viendrais? Il sourit, un sourire triste. Il a dit que vous viendriez. Il a dit que vous étiez le seul qui le ferait. C'est alors qu'il m'a tendu l'enveloppe. Je devrais m'expliquer. Je m'appelle Marcus Webb et je suis professeur d'histoire au lycée de Hartford, Connecticut. 41 ans, divorcé depuis 3 ans maintenant, pas d'enfant. Je passe mes journées à enseigner aux élèves de seconde la guerre de sécession et la Grande Dépression, ainsi que tous les autres événements qui ont façonné notre pays. J'essaie de leur faire comprendre que l'histoire n'est pas seulement des dates et des noms dans un manuel. C'est des gens. Des gens ordinaires qui font des choix qui se répercutent à travers le temps, affectant des générations qu'ils ne rencontreront jamais. Je n'aurais jamais pensé que je me tiendrais dans un cimetière en tenant une enveloppe d'un homme mort, sur le point de découvrir que ma propre histoire était construite sur un mensonge. Que chaque vérité que je pensais connaître sur ma famille était une fiction soigneusement construite pour cacher quelque chose de monstrueux. Mais je m'emballe. Le nom du vieil homme était Walter Hartley. Il a emménagé dans la maison à côté de chez mes parents en 1984, l'année de ma naissance. Aussi loin que je me souvienne, il avait été là, un élément du quartier, une présence constante. Sa maison était un petit Cape Cod, blanc avec des volets verts, toujours bien entretenu, même lorsqu'il vieillissait et que les mouvements devenaient plus difficiles. Sa pelouse était toujours tondue, ses gouttières toujours propres. Sa voiture, une Toyota beige qui devait avoir 20 ans, était garée au même endroit dans son allée chaque jour. Et aussi loin que je me souvienne, mes parents l'avaient détesté. Je n'utilise pas ce mot à la légère. La haine est un mot fort, un mot que j'essaie d'enseigner à mes élèves à utiliser avec précaution. Il y a une différence entre la dislike et la haine, entre l'ennui et la haine, entre l'indifférence et la haine. La haine est active. La haine prend de l'énergie. La haine est un feu qui doit être constamment alimenté. Mes parents, Richard et Catherine Webb, ont alimenté ce feu pendant 40 ans. Ils ne lui ont jamais parlé. Pas une seule fois, pas un seul mot en 4 décennies de vie à 15 pieds l'un de l'autre. S'ils le voyaient dans l'allée en train de prendre son courrier, ils se retournaient et rentraient à l'intérieur, même s'ils étaient en train de faire quelque chose. S'ils le croisaient dans la rue en promenant le chien, ils traversaient de l'autre côté, tirant si fort sur la laisse que le chien gémissait. S'il faisait un signe de la main, ils le regardaient comme s'il était fait de verre. Ils ont construit une clôture de 10 pieds entre les propriétés, la plus haute que le code de la ville autorisait. Mon père a passé un week-end entier à la construire, refusant toute aide, enfonçant chaque poteau dans le sol avec une fureur que je ne lui avais jamais vue auparavant. Quand ce fut terminé, il recula et la regarda avec satisfaction, comme s'il avait construit une forteresse pour empêcher une armée d'envahir. Voilà, dit-il, maintenant, nous n'avons plus à le voir. Ils l'ont poursuivi en justice 3 fois. La première action en justice concernait une branche d'arbre qui surplombait la limite de la propriété. La branche se trouvait peut-être à 2 pieds dans notre espace aérien, complètement inoffensive, mais mon père a embauché un avocat et a traîné Walter devant les tribunaux. Le juge a statué en faveur de Walter,
qualifiant la poursuite de frivole, mais mon père a fait appel. Il a également perdu l'appel. Les frais juridiques lui ont coûté $8 000. Il s'en fichait. C'est le principe, a-t-il dit. La deuxième action en justice concernait le chien de Walter, un vieux golden retriever doux nommé Biscuit. Ma mère a affirmé que le chien l'avait menacé, qu'il avait grogné et s'était jeté sur elle pendant qu'elle jardinait. J'avais 12 ans à l'époque, et je savais que c'était un mensonge. J'avais vu Biscuit à plusieurs reprises à travers les trous dans la clôture avant qu'elle ne soit entièrement renforcée. Le chien était vieux, arthritique, à peine capable de marcher, et encore moins de se jeter sur qui que ce soit. Mais mes parents ont quand même intenté une action en justice. Le tribunal a ordonné à Walter de se débarrasser du chien. Je me souviens avoir regardé depuis la fenêtre de ma chambre une camionnette de contrôle des animaux s'arrêter devant sa maison. Je me souviens avoir vu Walter sortir avec Biscuit dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. Je me souviens qu'il a embrassé la tête du chien avant de le remettre. J'ai pleuré cette nuit-là. Je ne savais pas pourquoi mes parents faisaient ça. Je savais juste que c'était mal. La troisième action en justice concernait un problème de drainage dont je ne suis toujours pas sûr qu'il ait réellement existé. Mon père a affirmé que l'aménagement paysager de Walter dirigeait l'eau sur notre propriété, endommageant les fondations. Des ingénieurs ont été embauchés. Des rapports ont été déposés. L'affaire a traîné pendant 2 ans. Walter ne s'est jamais défendu. Pas vraiment. Il s'est présenté aux dates d'audience. Il a payé toutes les amendes qui ont été ordonnées. Il a coupé la branche d'arbre. Il a donné le chien. Il a ajusté son aménagement paysager. Et à travers tout cela, il est resté. Il n'a jamais déménagé. Il n'a jamais vendu la maison. Il n'a jamais reculé. Pourquoi le détestez-vous autant? J'ai demandé à ma mère une fois, quand j'avais peut-être 10 ans. Nous étions dans la cuisine, et je l'avais vu regarder par la fenêtre la maison de Walter avec une expression qui me faisait peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Son visage est devenu froid. Pas en colère, pas triste, juste froid, comme une porte qui se ferme, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et éteint toute la chaleur qui avait été là auparavant. C'est un homme dangereux, Marcus. Tu ne dois jamais lui parler, ne jamais t'approcher de lui, ne jamais même le regarder. Tu comprends? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui le rend dangereux? A-t-il blessé quelqu'un? Certaines choses ne sont pas à comprendre pour les enfants. Fais juste confiance à tes parents. Reste loin de lui. Mais maman, ai-je dit. J'ai dit reste loin de lui. Sa voix était tranchante maintenant, plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. Si jamais je t'attrape en train de parler à cet homme, il y aura des conséquences. Des conséquences graves. Tu me comprends? Oui, maman. Bien. Maintenant, va faire tes devoirs. Mais je ne suis pas resté à l'écart. Pas complètement. Tout a commencé quand j'avais 7 ans. Je jouais dans le jardin, lançant une balle de tennis contre la clôture, ennuyé et seul, comme seuls les enfants uniques peuvent être ennuyés et seuls un après-midi d'été. Mes parents étaient à l'intérieur en train de se disputer à propos de quelque chose. Ils se disputaient beaucoup à l'époque, à propos d'argent, à propos de travail, à propos de qui devait venir me chercher à l'école, à propos de choses que je ne comprenais pas et de choses que je comprenais trop bien. La balle est passée par-dessus la clôture dans le jardin de Monsieur Hartley. Je suis resté là, figé, le cœur battant. Les avertissements de ma mère résonnaient dans ma tête. Dangereux. Ne jamais s'approcher de lui. Conséquences graves. Mais j'aimais cette balle. Mon grand-père me l'avait donnée, le père de ma mère, le seul grand-parent que j'ai jamais connu. Il était mort l'année précédente, et cette balle était l'une des seules choses qui me restaient de lui. Les 3 autres grands-parents étaient morts, ou du moins c'est ce qu'on m'avait dit. Les parents de mon père étaient morts avant ma naissance, disait-il. Il n'y avait pas de photos d'eux, pas d'histoire sur eux, rien. J'ai regardé la clôture. Elle était en bois massif, sans trou, sans possibilité de voir à travers. Mais près du bas, là où la clôture rencontrait le sol, il y avait un petit trou, peut-être 6 pouces de diamètre, un nœud dans le bois qui était tombé avec le temps, ou peut-être qu'un animal avait creusé là, assez grand pour voir à travers, assez grand pour tendre la main. Je me suis mis à genoux dans l'herbe, ne me souciant pas de la saleté qui tachait mon jean, et j'ai regardé à travers le trou, et il y avait Monsieur Hartley assis dans une chaise de jardin, lisant un livre. Il était vieux,
probablement 70 ans, avec des cheveux blancs qui avaient besoin d'être coupés et un visage ridé qui parlait d'années passées à l'extérieur. Il portait un cardigan et des pantoufles, comme le grand-père de quelqu'un dans un livre d'histoire. Une tasse de thé était posée sur la table à côté de lui, de la vapeur s'élevant dans l'air estival. Il n'avait pas l'air dangereux. Il avait l'air seul. Il avait l'air de la personne la plus triste que j'ai jamais vue. Il a dû sentir que je le regardais parce qu'il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés à travers le trou dans la clôture. Je m'attendais à ce qu'il crie, qu'il appelle mes parents, qu'il fasse quelque chose de menaçant. Je me suis préparé à la colère, à la confrontation, à la preuve que ma mère avait raison. Au lieu de cela, il a souri. « Tu as perdu quelque chose ?» a-t-il dit. Sa voix était douce, rauque à cause de l'âge, la voix d'un homme qui n'avait pas parlé à quelqu'un depuis longtemps. Ma balle. Elle est passée par-dessus. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Ces choses arrivent. Il se leva lentement, ses articulations craquant, et se dirigea vers l'endroit où la balle avait atterri près de son parterre de fleurs. Il la ramassa, l'examina un instant, puis se dirigea vers la clôture. Il se mit à genoux avec un grognement d'effort, et je pouvais voir son visage plus clairement maintenant. Des yeux gentils, des rides profondes, un visage qui avait connu la tristesse. Il fit rouler la balle à travers le trou. Voilà, fiston. Merci. De rien. Il fit une pause, me regardant à travers le trou. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû prendre la balle et rentrer à l'intérieur comme ma mère me l'avait dit. Mais quelque chose m'a retenu là, un instinct qui me disait que cet homme n'était pas ce que mes parents disaient qu'il était. Tu es Marcus, n'est-ce pas? Le garçon d'un accent grave côté. Oui, monsieur. Je suis Walter. C'est un plaisir de te rencontrer enfin, Marcus. Je t'ai regardé grandir d'ici. Tu n'étais qu'un bébé quand j'ai emménagé. Mes parents disent que je ne devrais pas vous parler. Son visage vacilla avec quelque chose, peut-être de la douleur, ou juste de la résignation, l'expression de quelqu'un qui avait déjà entendu ces mots auparavant et avait appris à les accepter. Je sais qu'ils le font, et tu devrais écouter tes parents. Ils ne veulent que ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors pourquoi me parlez-vous? Il resta silencieux pendant un moment. Quand il parla à nouveau, sa voix était épaisse avec quelque chose que je ne comprenais pas alors, mais que je reconnais maintenant comme du chagrin. Parce que tu mérites de la gentillesse, Marcus. Chaque enfant mérite de la gentillesse. Même si ce n'est qu'un mot à travers une clôture. J'aurais dû partir. J'aurais dû signaler la conversation à mes parents. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai dit, mon grand-père m'a donné cette balle avant de mourir. Elle est spéciale pour moi. Alors tu devrais en prendre soin. Les choses spéciales sont difficiles à trouver. Je le ferai. Bien. Il commença à se lever, puis s'arrêta. Marcus, si tu veux un jour parler, je suis toujours là, juste de l'autre côté de cette clôture. Regarde juste à travers le trou et dis bonjour. D'accord. J'ai couru à la maison, le cœur battant, la balle serrée contre ma poitrine. Je n'ai pas dit à mes parents ce qui s'était passé. Je n'en ai parlé à personne, mais j'y suis retourné le lendemain. Et le jour suivant, le trou dans la clôture est devenu notre secret. Chaque après-midi de cet été, lorsque mes parents étaient distraits ou se disputaient ou étaient tout simplement trop absorbés par leur propre vie pour s'en apercevoir, je me faufilais vers la clôture. Je m'agenouillais dans l'herbe, et Walter sortait sa chaise de jardin de l'autre côté, et nous parlions. Au début, nous parlions de petites choses, de l'école, de mes amis, des livres que je lisais. Il m'a posé des questions sur mes matières préférées, et je lui ai dit que j'aimais l'histoire, que je pensais que c'était comme un travail de détective, rassemblant des indices du passé pour comprendre comment nous étions arrivés au présent. Il a souri à cela. Tu as un esprit curieux, a-t-il dit. C'est un don. Ne le perds jamais. Il m'a raconté des histoires sur sa propre vie, les endroits où il avait voyagé quand il était plus jeune, des pays que je n'avais vus que dans des manuels scolaires. Il était allé en Italie, en France et en Égypte. Il avait vu les pyramides, la tour Eiffel et les ruines de Pompéi. Il les décrivait avec tellement de détails que je pouvais presque les voir moi-même, que je pouvais presque sentir le sable sous mes pieds et le soleil sur mon visage. Pourquoi avez-vous autant voyagé, ai-je demandé. Parce que je voulais comprendre, a-t-il dit. Le monde est si grand, Marcus,
si plein de gens, d'endroits et d'histoires. Je voulais en voir le plus possible. Voyagez-vous encore? Il secoua la tête. Plus maintenant. Ces jours-ci, mon monde est ce jardin, cette chaise, cette clôture. Ça a l'air solitaire. Il m'a regardé avec ses yeux gentils et tristes. Ça l'est, mais c'est un choix que j'ai fait. Et je le ferai encore. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Pas alors. Parfois, il tendait la main à travers le trou et me tendait des choses, un bonbon, une bande dessinée, une fois un petit oiseau en bois qu'il avait sculpté lui-même. Je sculptais tout le temps, a-t-il dit quand il me l'a donné. Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris. Il disait que c'était bon pour l'âme, de fabriquer quelque chose avec ses mains. C'est beau. Garde-le. Quelque chose pour te souvenir de moi. Je gardais tous ces cadeaux cachés dans une boîte à chaussures sous mon lit, terrifié que mes parents les trouvent et découvrent mon secret. Les bonbons, je les mangeais rapidement, savourant chaque morceau. Les bandes dessinées, je les lisais à la lampe de poche après l'heure du coucher. L'oiseau en bois, je le tenais chaque soir avant de m'endormir, passant mes doigts sur la surface lisse, me demandant qui était l'homme qui l'avait fabriqué. Ces rencontres ont continué pendant des années, à travers l'école primaire, le collège et les premières années du lycée. Je me faufilais vers la clôture chaque fois que je le pouvais, volant des moments avec le vieil homme que mes parents qualifiaient de dangereux. Il m'a regardé grandir à travers ce trou dans la clôture. Il a célébré mon premier à un test d'histoire. Je savais que tu réussirais, a-t-il dit. Tu as un talent naturel pour comprendre le passé. Il m'a consolé quand je n'ai pas réussi à entrer dans l'équipe de basket-ball. Tout le monde n'est pas destiné à être un athlète, a-t-il dit. Mais tu as d'autres dons, des dons qui dureront plus longtemps que n'importe quel jeu. Il a écouté quand j'ai parlé des filles que j'aimais et des amis qui m'avaient trahi et de tous les petits drames de l'adolescence. Grandir est difficile, a-t-il dit, plus difficile que les gens ne s'en souviennent, mais tu t'en sors bien, mieux que moi à ton âge. Il était à bien des égards la seule personne qui m'ait jamais vraiment écouté. Mes parents étaient toujours distraits, toujours occupés, toujours concentrés sur leurs propres problèmes, leurs propres disputes, leurs propres ressentiments. Ils subvenaient à mes besoins matériels, me donnaient de la nourriture, des vêtements et un toit au-dessus de ma tête, mais émotionnellement, ils étaient absents, froids. Walter a comblé ce vide. Il m'a donné ce que mes parents ne pouvaient ou ne voulaient pas me donner, de l'attention, de la reconnaissance, le sentiment que quelqu'un se souciait de qui j'étais, de ce que je pensais et de ce dont je rêvais. Je sais maintenant que j'avais faim d'affection, et il m'a nourri une conversation à la fois à travers un trou dans une clôture en bois. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai obtenu mon permis de conduire. Soudain, j'ai eu la liberté. Je pouvais aller où je voulais sans que mes parents le sachent. Et le premier endroit où je suis allé, c'est faire le tour du pâté de maison jusqu'à l'avant de la maison de Monsieur Hartley pour frapper à sa porte pour la première fois. Mon cœur battait à tout rompre alors que je montais ces marches. Je connaissais cet homme depuis 9 ans, je lui avais parlé des centaines de fois, mais je n'avais jamais mis les pieds sur sa propriété. Je n'avais jamais vu l'intérieur de sa maison. Je ne l'avais jamais regardé sans une clôture entre nous. Il ouvrit lentement la porte, ses yeux s'écarquillant quand il me vit. « Marcus, que fais-tu ici ? Je voulais vous parler en face à face, pour de vrai. » Il regarda par-dessus moi vers la maison de mes parents, vers la clôture qui nous séparait. « Tes parents n'approuveraient pas. » Je m'en fiche. J'ai 16 ans. Je peux prendre mes propres décisions. Il m'étudia pendant un long moment. Je pouvais le voir peser les risques, calculer les conséquences possibles. Puis quelque chose changea dans son expression, une décision fut prise. « Entre, dit-il rapidement. » Sa maison était petite mais chaleureuse. Des livres partout, empilés sur toutes les surfaces, débordant des étagères qui tapissaient tous les murs. Des romans, des histoires, des biographies, des guides de voyage, plus de livres que je n'en avais jamais vus en un seul endroit en dehors d'une bibliothèque. Des photos sur les murs montraient des paysages et des vues de villes du monde entier, les endroits dont il m'avait parlé. Les pyramides, la tour Eiffel, un jeune homme debout sur une montagne, les bras écartés, souriant à l'appareil photo. « C'est vous ?» ai-je demandé, en pointant la photo de la montagne. « Il y a longtemps, avant que tout ne change. »« Qu'est-ce qui a changé ?» Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il fit un geste vers le canapé. « Assieds-toi. Je vais faire du thé. » Le salon était confortable d'une manière dont la maison de mes parents n'avait jamais été.
Une cheminée avec un fauteuil usé devant, une couverture tricotée à la main drapée sur le canapé, un chat que je n'avais jamais vu auparavant dormant sur un rebord de fenêtre. Je ne savais pas que vous aviez un chat. Elle s'appelle Shadow. Elle est apparue il y a quelques années et n'est jamais repartie. Parfois, la meilleure famille est celle qui vous choisit. Il revint avec 2 tasses de thé et s'assit dans le fauteuil en face de moi. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés, 2 personnes qui se voyaient enfin clairement après des années de fragments à travers une clôture. C'est étrange, dit-il. De te voir ici chez moi, j'ai imaginé ce moment tellement de fois. Moi aussi. Tu es devenu un jeune homme bien, Marcus. J'espère que tu le sais. Merci. J'ai pris une gorgée de thé, Earl Grey au miel. M. Hartley, puis-je vous demander quelque chose? N'importe quoi. Pourquoi mes parents vous détestent-ils autant? Qu'est-ce que vous leur avez fait? La question plana dans l'air entre nous. J'ai regardé son visage, cherchant des indices, cherchant tout ce qui pourrait m'aider à comprendre. Il posa sa tasse de thé. C'est une question compliquée, Marcus, avec une réponse compliquée, et je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. S'il vous plaît, je me pose cette question depuis toute ma vie. J'ai besoin de savoir. Il resta silencieux pendant longtemps. Quand il parla, sa voix était lourde de décennies de regrets. Certains secrets ne m'appartiennent pas à raconter. Certaines vérités ne feraient que causer de la douleur. Mais je vais te dire ceci. Je n'ai jamais rien fait pour nuire à tes parents. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je t'aime. M'aimez-vous? Vous me connaissez à peine. Je te connais mieux que tu ne le penses. Il me regarda avec ses yeux tristes. Je t'ai regardé grandir. Je t'ai vu lutter et réussir. J'ai vu le genre de personne que tu deviens, et je suis fier de toi, Marcus, plus fier que tu ne le sauras jamais. Pourquoi? Pourquoi seriez-vous fier de moi? Je ne suis que le gamin d'un accent grave côté. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis s'arrêta. Je pouvais le voir se débattre avec lui-même, se battre dans une bataille intérieure que je ne pouvais pas comprendre. Un jour, dit-il finalement, un jour, je te dirai tout. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, profitons simplement de ceci, de toi ici chez moi. Après toutes ces années, nous avons parlé pendant 3 heures ce jour-là. C'était différent de nos conversations à travers la clôture, plus ouvert, plus réel. Je lui ai parlé de mes parents, de la froideur dans notre maison, de la façon dont je me sentais parfois comme un étranger dans ma propre famille. Il a écouté sans jugement. Et quand j'ai eu fini, il a dit quelque chose qui m'est resté pendant des années. La famille est compliquée, Marcus. Parfois, les personnes qui devraient le plus nous aimer sont celles qui nous blessent le plus profondément. Mais cela ne signifie pas que tu n'es pas aimable. Cela signifie qu'elles sont brisées d'une manière que tu ne peux pas réparer. Êtes-vous brisé, monsieur Hartley? Ses yeux devinrent lointains. À certains égards, oui, nous le sommes tous. Mais certaines fractures guérissent, et d'autres non. Qu'est-ce qui vous a brisé? Il sourit tristement. La même chose qui finit par briser tout le monde, la perte, le regret, le poids des choix faits il y a longtemps. Je lui rendais visite régulièrement après cela, 2 fois par semaine, parfois plus. Mes parents ne l'ont jamais su. Ils ne m'ont jamais demandé où j'allais, n'ont jamais semblé remarquer mes absences. Ils étaient trop absorbés par leur propre vie, leurs propres problèmes, leur propre mariage qui s'effondrait lentement. Quand je suis parti à l'université à 18 ans, monsieur Hartley a été le seul à pleurer. Je suis si fier de toi, a-t-il dit, en me serrant dans ses bras sur son porche. C'était la première fois qu'il me serrait dans ses bras. Il se sentait frêle dans mes bras, plus petit que je ne l'avais imaginé, ses os fins sous son cardigan. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que je reviendrai te rendre visite. Je sais que vous le ferez. Et tu seras là. Je serai toujours là, Marcus, juste à côté, à attendre. Et je suis revenu. À chaque pause, chaque été, je lui ai consacré du temps, même si ma vie devenait plus chargée, que j'allais à l'école supérieure et que j'obtenais mon diplôme d'enseignant, que je me mariais avec une femme nommée Jennifer, qui n'a jamais tout à fait compris pourquoi je passais autant de temps avec ce vieil étrange voisin. Je n'ai jamais oublié l'homme qui m'avait témoigné de la gentillesse quand personne d'autre ne le voulait. Jennifer et moi avons divorcé après 6 ans. Nous voulions des choses différentes. Elle a dit que nous étions des personnes différentes.
Elle n'avait pas tort. J'avais toujours gardé une partie de moi-même en arrière, toujours gardé des secrets pour elle, toujours eu l'impression de vivre une double vie, la vie que tout le monde voyait et la vie qui existait dans une petite maison à côté de chez mes parents. Quand j'ai parlé du divorce à Walter, il a écouté en silence. Je suis désolé, Marcus. Le mariage est difficile, encore plus quand il y a des choses que tu ne peux pas partager. Que voulez-vous dire? Rien, juste l'observation d'un vieil homme. Mais quelque chose avait changé au fil des ans. Dans ma vingtaine, nos conversations sont devenues plus courtes. Il semblait fatigué, distrait. Parfois, il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas lire, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé une fois. Juste la vieillesse qui me rattrape. Il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Rien d'inquiétant. Je me suis inquiété quand même. Au début de ma trentaine, il a commencé à décliner. Sa mémoire lui faisait défaut. Il répétait des histoires qu'il m'avait déjà racontées, oubliait des noms et des dates, perdait le fil de ce dont nous parlions au milieu d'une phrase. Sa mobilité s'est aggravée. Il a cessé de voyager, même pour aller à l'épicerie, s'appuyant sur les services de livraison et l'aide occasionnelle que je pouvais lui apporter. Je lui ai proposé de l'aider à déménager pour trouver un endroit où l'on pourrait prendre soin de lui correctement. Non, dit-il fermement. Je reste ici. Je dois rester ici. Pourquoi? La maison est trop grande pour vous. C'est trop de travail. Il y a des endroits avec des infirmières, des médecins, des gens qui peuvent vous aider. Il m'a regardé avec ses yeux tristes et fatigués, parce que c'est là que tu es, Marcus. C'est là que je peux te voir. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, pas alors. La dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était 2 semaines avant les funérailles. Il était à l'hôpital, son corps cédant finalement après 90 ans d'utilisation. J'étais assis à son chevet, lui tenant la main, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. J'aurais dû te le dire, a-t-il murmuré. Sa voix était à peine audible au-dessus du bip des machines. J'aurais dû te le dire il y a des années. Me dire quoi? Qu'est-ce que tu aurais dû me dire? Mais ses yeux s'étaient fermés. Il s'est endormi. Et je n'ai jamais eu ma réponse, pas de son vivant, jusqu'aux funérailles, jusqu'à l'avocat, jusqu'à l'enveloppe. Je l'ai ouverte dans ma voiture, les mains tremblantes. La pluie avait cessé, mais le ciel était toujours gris, l'air toujours lourd d'humidité. J'étais assis sur le parking du cimetière, entouré de pierres tombales et de silence, et j'ai lu la lettre qui allait tout changer. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une seule feuille de papier recouverte d'écriture manuscrite. J'ai reconnu la même écriture qui avait étiqueté les cadeaux d'anniversaire glissés à travers la clôture, la même écriture sur les notes glissées à l'intérieur des bandes dessinées, la même écriture que j'avais vue sur les dos des journaux dans son bureau. L'écriture de Walter, à mon petit-fils Marcus, si tu lis ceci, je suis parti et tu connais enfin la vérité. Je suis désolé qu'il ait fallu ma mort pour te le dire. Je suis désolé pour toutes ces années de silence, mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi. Ton père est mon fils. Il ne s'est pas toujours appelé Richard Webb. Il s'appelait Richard Hartley. Il était mon garçon, mon enfant unique, le centre de mon monde. Après le décès de sa mère alors qu'il n'avait que 10 ans, je l'ai élevé seul. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Je l'aimais plus que la vie elle-même. Et puis, il y a 45 ans, il a fait quelque chose de terrible. Je ne te dirai pas ce que c'était, pas dans cette lettre. La preuve se trouve dans mon grenier dans une boîte étiquetée La Vérité. Tu trouveras tout là-bas, des photographies, des documents, des coupures de journaux, une lettre de sa propre écriture, tout ce dont tu as besoin pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Quand j'ai confronté ton père à ce qu'il avait fait, il m'a donné un choix, rester silencieux ou le perdre à jamais. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je ne pouvais pas faire semblant de ne pas savoir ce que je savais. Alors, il m'a coupé de sa vie, a changé de nom, a déménagé, a recommencé avec une nouvelle identité, une nouvelle histoire, un nouveau père qui n'existait pas commodément. Il a dit à tout le monde que j'étais mort. Il t'a dit que j'étais mort, mais je ne pouvais pas te laisser partir. Tu étais mon petit-fils, mon sang, la seule famille qui me restait. Alors, j'ai fait quelque chose que certains pourraient qualifier de fou. J'ai vendu tout ce que je possédais, mon entreprise, mes investissements, tout, et j'ai acheté la maison à côté de la sienne. Je voulais te voir grandir.
Je voulais être près de toi, même si je ne pouvais pas faire partie de ta vie. Ton père m'a reconnu immédiatement. Bien sûr, il ne pouvait pas m'empêcher d'acheter la maison, mais il pouvait s'assurer que tu ne saches jamais qui j'étais. Il t'a dit que j'étais dangereux. Il a construit des clôtures et intenté des procès et a fait tout ce qu'il pouvait pour nous séparer, mais il ne pouvait pas m'empêcher de t'aimer. Il ne pouvait pas m'empêcher de trouver des moyens de te joindre, le trou dans la clôture, les cadeaux, les conversations. Chaque moment avec toi était un cadeau que je ne méritais pas mais que je chérissais au-delà de toute mesure. Je te laisse tout ce que j'ai, la maison, mes économies, tout. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi. Plus important encore, je te laisse la vérité. Ce que tu en feras dépend de toi. Je ne te demande pas de détruire ton père. Je te demande juste de savoir qui j'étais, qui il est, et de comprendre que tu étais aimé. Chaque jour de ta vie, tu as été aimé par quelqu'un qui était interdit de te le dire. J'ai regardé tes premiers pas à travers une fenêtre. J'ai entendu tes premiers mots à travers une clôture. J'ai célébré chaque réussite à distance, incapable de t'embrasser, incapable de te dire à quel point j'étais fier. Mais j'étais toujours là, toujours à regarder, toujours à aimer. Je suis fier de l'homme que tu es devenu. Je souhaite seulement avoir pu te le dire plus tôt. Je souhaite seulement que les choses aient été différentes. Ton grand-père, Walter Hartley. PS ne sois pas trop dur envers toi-même de ne pas l'avoir vu plus tôt. Les meilleurs mensonges sont ceux que nous nous disons à nous-mêmes, et ton père avait 45 ans de pratique. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 heure à lire la lettre encore et encore. Mes mains tremblaient. Ma vision était brouillée par les larmes. Je ne me souvenais pas avoir commencé à pleurer. Mon grand-père, le vieil homme à accent grave côté, l'homme que mes parents avaient appelé dangereux, contre lequel ils avaient construit des murs, qu'ils avaient poursuivi et harcelé et essayé de chasser pendant 4 décennies, il était mon grand-père. Et mon père avait fait quelque chose de si terrible qu'il avait changé de nom et construit une nouvelle identité juste pour y échapper. Qu'est-ce qui pouvait être si grave? Qu'est-ce qui pouvait valoir 45 ans de mensonges? Je suis allé en voiture jusqu'à la maison de Walter, ma maison maintenant, je suppose. L'avocat m'avait donné les clés avec la lettre. Je suis entré et j'ai monté les escaliers jusqu'au grenier. La maison était calme. Shadow, le chat, était parti, emmené dans un refuge après que Walter ait été emmené à l'hôpital. Les livres étaient toujours là, à prendre la poussière. Les photos étaient toujours accrochées au mur, mais la vie avait disparu. La chaleur s'était évanouie. Le grenier était exigu et sombre, rempli de boîtes et de vieux meubles, et des débris accumulés d'une longue vie, mais la boîte était exactement là où il avait dit qu'elle serait, vieux carton, poussiéreux avec l'âge, les mots, la vérité écrits sur le côté en marqueur noir décoloré. Je l'ai descendu au salon, jusqu'au fauteuil où Walter s'asseyait habituellement. Je me suis versé un verre de whisky d'une bouteille que j'ai trouvée dans sa cuisine, et puis j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des coupures de journaux, jaunis et fragiles avec l'âge, des photographies, des documents juridiques, des lettres, toute une histoire de quelque chose dont je n'avais jamais su l'existence. La première coupure de presse était de 1979, un journal local d'une ville dont je n'avais jamais entendu parler, à peut-être 80 km d'où nous vivons maintenant. Le titre disait « Un délit de fuite laisse une jeune mère morte ». L'article décrivait comment une femme nommée Sarah Martinez, âgée de 28 ans, avait été heurtée par un véhicule alors qu'elle traversait la rue près de chez elle. Il était tard dans la nuit, vers 23h30. Elle rentrait chez elle à pied depuis la maison de sa sœur, à seulement 3 pâtés de maison. Le conducteur avait fui les lieux. Elle est décédée à l'hôpital 3 heures plus tard, sans jamais reprendre conscience. Elle laissait derrière elle un mari nommé Roberto et 2 jeunes enfants, Michael, âgé de 7 ans, Elena, âgée de 4 ans. Le conducteur n'a jamais été retrouvé, mais Walter l'avait trouvé. Il y avait des photographies dans la boîte, des photographies de la voiture de mon père de cette époque, une Ford Mustang bleue avec des dommages au pare-choc avant et du côté passager, des photographies de l'intersection où Sarah Martinez est décédée, montrant des traces de dérapage sur le trottoir, des photographies de reçus de réparation payés en espèces dans un atelier de carrosserie à 2 villes de là, daté de 2 jours après l'accident. Il y avait un rapport de police, obtenu d'une manière ou d'une autre, montrant que des témoins avaient décrit une voiture de sport bleu fuyant les lieux. La plaque d'immatriculation avait été obscurcie par de la boue. L'affaire a été classée sans suite en 1 mois. Et puis il y avait la lettre, une lettre de mon père à Walter, datée de 1979, de sa propre écriture,
la même écriture que j'avais vue sur les cartes d'anniversaire et les autorisations de sortie toute ma vie. Papa, je sais que tu sais. Je pouvais le voir dans tes yeux quand je suis rentré à la maison ce soir-là, la façon dont tu me regardais, la façon dont tu regardais la voiture. J'étais ivre. Je ne l'ai pas vue avant qu'il ne soit trop tard. Elle est sortie de nulle part et puis il y a eu ce son horrible et j'ai juste paniqué. Je suis parti en voiture. Je sais que c'était mal. Je sais que j'aurais dû m'arrêter, mais j'avais peur, papa. J'avais tellement peur. S'il te plaît, ne dis rien à personne. S'il te plaît, je ne boirai plus jamais. Je ne conduirai plus jamais en état d'ébriété. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, garde ce secret. Si tu m'aimes, tu feras ça pour moi. Ton fils, Richard. La lettre était datée de 3 semaines après l'accident, 3 semaines pendant lesquelles mon père a gardé le secret, regardant les nouvelles, attendant d'être pris, puis se confessant à la seule personne qu'il pensait le protéger. Walter avait gardé le secret pendant un certain temps. Il y avait plus de lettres dans la boîte, une réponse de Walter à mon père, datée de 1980. Richard, j'ai essayé de vivre avec ça. Dieu sait que j'ai essayé, mais chaque nuit, je ferme les yeux et je vois cette femme. Je vois aussi ses enfants aux funérailles, trop jeunes pour comprendre pourquoi leur mère ne rentre pas à la maison. Je vois son mari détruit par le chagrin. Tu dois te dénoncer. C'est la seule façon de réparer ça. Ces enfants méritent de savoir ce qui est arrivé à leur mère. Ils méritent la justice, et tu mérites une chance de rédemption, pas une vie de fuite. Je t'aime. Je t'aimerai toujours, mais je ne peux plus garder ce secret. Si tu ne vas pas à la police avant la fin du mois, j'irai. Ton père. La réponse de mon père était courte, écrite d'une main presque illisible, tremblant de colère ou de peur ou des deux. Si tu le dis à quelqu'un, je disparaîtrai. Je changerai de nom. Je déménagerai. Tu ne me reverras plus jamais, et si jamais j'ai des enfants, tu ne les rencontreras jamais. C'est ce que tu veux? Perdre ton fils unique? Ne jamais connaître tes petits-enfants? C'est ton choix, papa, pas le mien, le tien. Ce n'était pas une menace en l'air. C'était une promesse, et Walter avait fait son choix. Il avait choisi la justice plutôt que le silence. Il avait dit à mon père qu'il allait à la police, et mon père avait tenu parole. Il a disparu, a changé son nom de Hartley en Webb, a déménagé à travers l'État, a épousé ma mère, qui soit n'a jamais su la vérité, soit a choisi de l'ignorer. Et Walter, laissé pour compte avec rien, avait fait un choix différent. Il avait trouvé où son fils avait déménagé. Il avait acheté la maison d'Aix en Grave-Côté, et il avait attendu 40 ans. Il avait attendu 40 ans, regardant son petit-fils grandir derrière une clôture, volant des moments à travers un trou dans le bois, m'aimant de la seule façon qui lui était permise. Je suis resté dans ce grenier toute la nuit, à tout lire. Au matin, j'avais le tableau complet, Sarah Martinez, tuée le 15 mars 1979, 2 enfants, Michael et Elena, qui ont grandi sans mère, un mari qui a essayé de tenir le coup pendant 5 ans avant que le chagrin et l'alcool ne le consument. Il est décédé en 1984, la même année où je suis né, la même année où Walter a déménagé à côté, une famille détruite par la lâcheté d'un seul homme, une famille qui n'a jamais obtenu justice. J'avais un choix à faire. La confrontation a eu lieu 3 jours plus tard, 3 jours de nuit blanche et de questions sans fin, 3 jours à regarder mon visage dans le miroir et à essayer de voir mon père, à essayer de voir l'homme qui avait tué une femme et s'était enfui. J'ai appelé à l'avance, j'ai dit à ma mère que je venais dîner. Elle a semblé surprise mais ravie. C'est merveilleux, Marcus. Ton père s'est renseigné sur toi. Je parie qu'il l'a fait, pensais-je. Je parie qu'il s'est renseigné sur moi depuis la mort de Walter. Je suis arrivé à 19 h, à la même maison où j'ai grandi, à la même pelouse parfaitement entretenue, au même drapeau américain près de la porte, mais maintenant tout avait l'air différent. Maintenant, je voyais ce que c'était, un décor de théâtre, une illusion de respectabilité soigneusement construite sur les fondations d'un mensonge. Mon père était dans son bureau quand je suis arrivé, en train de lire un livre. Il avait 72 ans maintenant, retraité de la compagnie d'assurance où il avait travaillé pendant 30 ans. Ses cheveux étaient blancs, son visage ridé par l'âge. Il ressemblait à n'importe quel autre grand-père, mais il ne l'était pas. C'était un tueur qui s'en était tiré. Marcus, il a levé les yeux de son livre. C'est une surprise. Ta mère a dit que tu venais dîner.
Nous devons d'abord parler, toi et moi et maman, tout de suite. Quelque chose a scintillé dans ses yeux, reconnaissance, peur. À propos de quoi? J'ai jeté la boîte sur son bureau, la boîte du grenier de Walter, la boîte étiquetée La Vérité. Le visage de mon père est devenu pâle. Où as-tu trouvé ça? De mon grand-père. Il me l'a laissé dans son testament. Le silence s'est étiré entre nous. Mon père a regardé la boîte comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Il est mort, a-t-il finalement demandé. Oui, il est mort la semaine dernière. J'étais le seul à ses funérailles, sa seule famille. Ce n'était pas ta famille. Il était plus une famille pour moi que tu ne l'as jamais été. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte portant un tablier, une cuillère en bois à la main. Que se passe-t-il? Le dîner est presque prêt. Le dîner peut attendre, ai-je dit. Nous devons parler de Sarah Martinez. La couleur s'est retirée de leurs deux visages. Je ne sais pas de quoi tu parles, a dit mon père. Vraiment? Alors peut-être que ça te rafraîchira la mémoire. J'ai ouvert la boîte, j'ai sorti la coupure de journal, et je l'ai jetée sur son bureau. 15 mars 1979. Délit de fuite. Mère de 2 enfants de 28 ans. Ça te dit quelque chose? Marcus, je ne sais pas où tu as trouvé ça, mais... Que dirais-tu de ça? J'ai sorti les photographies de sa voiture, les reçus de réparation, la lettre, sa lettre de sa propre écriture, confessant tout. Les mains de mon père tremblaient. C'était il y a longtemps. 45 ans depuis que tu l'as tué et que tu t'es enfui. C'était un accident. Vous étiez ivre. Vous avez fui les lieux. Vous l'avez laissé mourir seul dans la rue. Ce n'est pas un accident. C'est un crime. J'avais 23 ans. J'avais peur. J'ai fait une erreur. Une erreur, c'est oublier de payer une facture. Une erreur, c'est manquer un rendez-vous. Tuer quelqu'un et s'enfuir n'est pas une erreur. C'est un choix. Vous ne comprenez pas. Alors fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre comment tu as pu laisser une femme mourir dans la rue. Fais-moi comprendre comment tu as pu couper les ponts avec ton propre père pour avoir essayé de faire ce qui était juste. Fais-moi comprendre comment tu as pu m'élever avec des mensonges. Fais-moi haïr la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père s'est enfoncé dans sa chaise, son visage gris. J'allais tout perdre, a-t-il dit. Si j'allais à la police, j'aurais été en prison. Ma carrière aurait été finie. Ma vie aurait été finie. Sa vie était finie. Les vies de ses enfants ont été détruites. Son mari s'est saoulé à mort, et toi, tu as tout eu, carrière, famille, une belle maison en banlieue. J'ai vécu avec la culpabilité tous les jours. Vraiment? Parce que de là où je suis, il semble que tu aies vécu très confortablement. Tu as eu 45 ans de barbecue et de vacances et de petits-enfants qui n'ont jamais existé pendant que les enfants de Sarah Martinez grandissaient sans mère. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu dises que tu es désolé. Je veux que tu dises que tu vas réparer ça. Il est trop tard pour réparer ça. Le délai de prescription. Il n'y a pas de délai de prescription pour le meurtre. Ce n'était pas un meurtre. C'était un homicide involontaire, et le délai est expiré il y a des décennies. C'est ce que tu te dis? Que ça ne compte pas parce que tu t'en es tiré? Mon père n'avait pas de réponse. J'ai rassemblé le contenu de la boîte. Je prends ça et je vais faire ce que Walter aurait dû faire il y a 45 ans. Je vais trouver les enfants de Sarah Martinez et je vais leur dire ce qui est arrivé à leur mère. Marcus, s'il te plaît, la voix de ma mère était étranglée par les larmes. Réfléchis à ce que tu fais. Ça va nous détruire. Vous vous êtes détruit il y a 45 ans. Ils ne te croiront pas, a dit mon père. C'est ta parole contre la mienne. Il n'y a pas de preuves. J'ai ta confession de ta propre écriture. J'ai des photographies, des reçus, des rapports de police. Walter a passé 40 ans à construire un dossier contre toi. Il n'a jamais eu la chance de l'utiliser. Le visage de mon père s'est effondré. Il allait me dénoncer. Il allait te donner une chance de faire ce qui était juste. Tu as choisi de fuir à la place. Tu t'es choisi toi-même plutôt qu'une femme morte et ses enfants, et puis tu l'as puni pour ça, des procès, du harcèlement, une clôture de 3 mètres.
Tu as essayé de le détruire et tout ce qu'il a fait, c'est de m'aimer. Je protégeais ma famille. Tu te protégeais toi-même. Tu l'as toujours fait. J'ai marché vers la porte. Marcus, la voix de mon père m'a arrêté. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Aux enfants de Sarah? Je me suis retourné. La vérité, que leur mère a été tuée par un homme qui était trop lâche pour faire face aux conséquences et qu'elle mérite justice, même si elle a 45 ans de retard. Trouver les enfants de Sarah Martinez n'a pas été difficile. Je suis professeur d'histoire. Je sais faire des recherches. Michael Martinez avait 52 ans maintenant, mécanicien à Tolède. Elena Martinez Cooper avait 49 ans, infirmière à Cleveland, tous deux mariés, tous deux avec des enfants qui n'avaient jamais connu leur grand-mère. J'ai appelé Michael en premier. Monsieur Martinez, je m'appelle Marcus Webb. J'ai des informations sur la mort de votre mère. Il y a eu une longue pause. Ma mère est décédée en 1979, délit de fuite. Ils n'ont jamais trouvé le conducteur. Je sais qui était le conducteur. Une autre pause, plus longue cette fois. Qui êtes-vous? Je suis son fils, et j'ai des preuves. Nous nous sommes rencontrés en personne une semaine plus tard, Michael et Elena ensemble dans un café à Cleveland. Ils ne ressemblaient en rien à ce à quoi je m'attendais, juste des gens normaux, d'âge moyen, fatigués, portant des décennies de chagrin non résolus. Je leur ai donné la boîte. Ils ont tout lu, les coupures de presse, les photographies, la lettre de confession. Quand ils ont fini, Elena pleurait silencieusement et les mains de Michael tremblaient de rage. Tout ce temps, a-t-il dit. Tout ce temps, il était là à vivre sa vie. Je sais. Nous étions des enfants. Nous avions l'habitude de prier tous les soirs pour qu'il le trouve, qu'il y ait justice. Je sais, et je suis désolé. Pourquoi faites-vous ça? C'est votre père. J'ai pensé à Walter, au trou dans la clôture, à 40 ans de moments volés et de gentillesse secrète. Parce que mon grand-père a passé toute sa vie à essayer de faire ce qui était juste, et parce que vous méritiez de savoir. La situation juridique était compliquée. 45 ans s'étaient écoulés. Le délai de prescription pour homicide involontaire par véhicule était expiré depuis longtemps. Mon père ne pouvait pas être poursuivi, mais cela ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas y avoir de conséquences. Michael et Elena ont intenté une action civile. Ils sont allés à la presse. L'histoire du délit de fuite, de la dissimulation, des 45 ans de mensonge a fait les manchettes nationales. La vie soigneusement construite de mon père s'est effondrée. Ses amis l'ont abandonné. Ses voisins, ceux qui avaient soutenu sa guerre contre Walter toutes ces années, étaient horrifiés d'apprendre la vérité. Ma mère, finalement forcée de faire face à la réalité de celui qu'elle avait épousé, a déménagé. Et moi, j'ai hérité de la maison de Walter. J'ai emménagé. J'ai commencé un nouveau chapitre de ma vie dans la maison du grand-père que je n'ai jamais su que j'avais. J'ai trouvé plus de ses affaires en m'installant, des albums photos remplis de photos de moi prises à distance, à travers des fenêtres et à travers des cours, un journal où il écrivait sur nos conversations à travers la clôture, documentant chaque mot, chaque rire, chaque moment de connexion, des cartes d'anniversaire qu'il n'avait jamais pu envoyer, adressées à mon petit-fils, Marcus, rangées dans un tiroir avec des timbres qui n'ont jamais été utilisés. Il m'avait aimé chaque jour pendant 40 ans. Il m'avait aimé, et je n'avais jamais su qui il était vraiment. Je visite sa tombe tous les dimanches maintenant. Je lui parle de ma semaine, de mes élèves, des petites victoires et des revers mineurs d'une vie ordinaire, et je lui dis que je comprends enfin pourquoi il est resté, pourquoi il a regardé derrière la clôture, pourquoi il n'a jamais abandonné. La famille, c'est compliqué. Parfois, les gens qui devraient le plus nous aimer sont ceux qui nous blessent le plus profondément, mais parfois, ceux qui ressemblent à des étrangers sont ceux qui nous aiment le plus. Walter Hartley n'était pas un homme dangereux. C'était un grand-père qui n'abandonnerait pas son petit-fils quoi qu'il lui en coûte. Il a tout sacrifié, sa relation avec son fils, sa tranquillité d'esprit, toute sa vie juste pour être près de moi. C'est le genre d'amour dont je n'ai jamais su l'existence. C'est le genre d'amour que je veux honorer. Michael et Elena viennent me rendre visite parfois. Nous sommes devenus une sorte de famille, liés par la tragédie et la vérité. Ils me parlent de leur mère, de la personne qu'elle était avant que mon père ne la leur enlève, et je leur parle de Walter, du héros discret qui a passé 40 ans à côté, à attendre une chance de réparer les choses. La clôture a disparu maintenant. Je l'ai abattue la semaine où j'ai emménagé.
Il n'y a plus rien qui sépare les deux propriétés, juste de l'herbe ouverte menant d'une maison à l'autre. Mon père m'a écrit une lettre le mois dernier. Il vit en Floride maintenant, seul, sa réputation détruite. Il dit qu'il est désolé. Il dit qu'il comprend pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Il dit qu'il espère qu'un jour je pourrai lui pardonner. Je n'ai pas répondu. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être que le pardon est possible même pour quelque chose comme ça, mais pour l'instant, je suis toujours en train de traiter, toujours en deuil, toujours en train d'essayer de comprendre comment l'homme qui m'a élevé a pu être si monstrueux et comment l'homme qu'on m'a appris à craindre a pu être si gentil. L'histoire n'est pas seulement des dates et des noms. Ce sont des gens ordinaires qui font des choix qui se répercutent à travers le temps. Mon père a fait un choix il y a 45 ans. Il a choisi de fuir. Il a choisi de se cacher. Il s'est choisi lui-même plutôt qu'une femme mourante et ses enfants. Walter a fait un choix différent. Il a choisi de rester. Il a choisi de regarder. Il a choisi d'aimer son petit-fils derrière une clôture, même quand il lui était interdit de parler. Je fais mon propre choix maintenant. Je choisis la vérité plutôt que les mensonges. Je choisis la justice plutôt que le silence. Je choisis d'être le genre d'homme que Walter croyait que je pouvais être. La clôture a disparu. Les secrets sont révélés. La vérité est enfin libre, et quelque part j'espère que Walter sourit. Merci d'avoir parcouru ce voyage avec moi. Avant de partir, j'ai laissé 2 autres histoires ici sur votre écran, toutes 2 d'hommes qui ont découvert que la famille n'est pas toujours celle à laquelle vous êtes né. C'est qui vous soutient quand la vérité éclate. Cliquez sur celle qui vous appelle, et si vous voulez rejoindre notre communauté de personnes qui comprennent ce que c'est que d'être l'étranger qui regarde, cette cloche de notification est votre invitation. Jusqu'à demain, rappelez-vous, votre histoire compte, même s'ils ont essayé de l'effacer.